Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Faut-il fonder des politiques publiques sur les sciences? La question a longtemps fait polémique, et certains pays ont adhéré précocement à cette proposition alors que d'autres s'y sont longtemps opposés. Pour nourrir ce débat, nous rassemblons des éléments issus de travaux de recherche, essentiellement en sécurité routière. Nous tentons de montrer à la fois pourquoi et comment certaines politiques, en particulier en matière d'alcool au volant, intègrent des savoirs scientifiques et quels en sont les effets évalués. Durant la seconde moitié du XXe siècle, un grand mouvement de prise en compte des avancées scientifiques s'amorce avec la volonté de l'OCDE de faire évoluer l'industrie et la société par la recherche. Rapidement, un désir de rationalisation s'empare de nombreux secteurs avec des succès variables. Dans cette optique, l'Angleterre et le Pays de Galles créent en 2007 un organisme, le Government Office for Science, qui vise à faire intégrer les avancées majeures de la science dans les politiques publiques. Notre projet consiste à présenter des résultats de recherche qui sont devenus des outils au service d'objectifs tels que des politiques publiques. Nous examinons en particulier les usages de ces savoirs par des experts ou par des chercheurs dans leur rôle d'experts. Des lenteurs dans la prise en compte de résultats établis proviennent parfois du manque d'experts impliqués dans la diffusion d'éléments de compréhension des phénomènes et dans la prise de décision. Mais ces lenteurs s'expliquent surtout, nous le verrons, par des réticences voire des blocages de certaines parties prenantes. Par ailleurs, l'invention de quelques instruments a contribué à la production de nouveaux savoirs et à la mise en œuvre de politiques publiques plus élaborées. Il s'agit notamment d'appareils de détection ou de mesure de l'alcool, et d'ordinateurs de plus en plus puissants qui permettent d'effectuer des démonstrations probantes. Pourquoi et comment les institutions sont-elles amenées à prendre en charge un problème comme celui de l'alcool au volant? Très précocement, des courants de pensée moralisateurs ont désigné l'alcool comme un problème social important. Plus tardivement, c'est au nom de la santé publique que des interventions institutionnelles sont suscitées. Durant une longue période, l'alcool au volant est réprouvé, mais cela ne constitue à l'origine qu'une question subsidiaire avant de devenir un angle d'attaque providentiel face au refus généralisé d'intervenir efficacement sur les consommations d'alcool excessives. À certaines époques, des recherches sur ce produit sont suscitées, puis leur succèdent de longues périodes de désintérêt. Pourtant, la nécessité d'influencer des réformes en se basant sur des savoirs scientifiques est exprimée dès le début du XXe siècle, comme cela a été mis en évidence, Chapman 2007. Au-delà de démarches moralisatrices avérées dès le XIXe siècle, c'est rapidement dans le cadre d'une politique de santé publique que ces problèmes sont abordés. En France, après la Seconde Guerre mondiale, des savoirs scientifiques sont rassemblés afin de définir des problèmes associés à l'alcool, d'identifier des pistes d'intervention potentielles et d'évaluer leur pertinence. La médecine, l'économie, la psychologie et le droit contribuent à faire avancer ces questions. Tout au long de leur émergence, les dimensions économiques des problèmes de l'alcool et de son usage au volant interviennent, tant pour ce qui est de la nécessité de les régler en ménageant les intérêts des lobbies que lorsqu'il s'agit de déterminer des solutions optimales en termes de coûts-bénéfices. Progressivement, la question de l'alcool au volant va être dissociée de celle de l'alcool en général sous deux influences. La première tient au fait que certains acteurs ont voulu séparer ces deux thèmes à des fins stratégiques, chapitres 1 et 2. La seconde provient de l'accroissement exponentiel du nombre d'accidents. Et grâce à leur analyse, des pistes d'intervention concrètes se dégagent. Longtemps, ces analyses suivent une démarche de type épidémiologique qui identifie trois composantes du phénomène: l'infrastructure, le véhicule et le conducteur. L'importance et la gravité du problème suscitent des apports complémentaires sur ces pôles qui nécessitent des approches autonomes de chacun d'entre eux, chapitre 3. Nous concentrons nos présentations et analyses sur le comportement des conducteurs, plus spécifiquement sur les mécanismes de leur changement, tels qu'ils sont abordés et souvent modélisés en psychologie, chapitre 4. Le droit aussi ambitionne de modifier les comportements, et certaines sciences ont contribué à son élaboration, chapitre 5. La science joue même un rôle important lors de l'incrimination de l'alcool au volant, surtout au cours du processus d'évolution des lois en la matière, chapitre 6. Le droit utilise des modèles, très semblables à ceux des psychologues, pour rationaliser et organiser son action, chapitre 7.
Ces modèles rassemblés par la théorie de la dissuasion ont été évalués en divers pays, chapitre 8, avant qu'une telle évaluation soit menée en France, chapitre 9. L'analyse des archives institutionnelles montre à quel point des apports scientifiques façonnent l'action publique, chapitre 10. Plusieurs années après ces temps forts, que reste-t-il de cette influence sur les conceptions et les pratiques institutionnelles en France? Nous verrons que des réformes récentes utilisent encore ces acquis, parfois avec succès, malgré des oppositions puissantes qui s'organisent efficacement, chapitre 11. De nombreux savoirs ne sont pas encore utilisés, alors qu'ils permettraient de conséquentes avancées en matière de sécurité routière et aussi de santé publique. Les gouvernements et les institutions ont créé un cadre favorable, notamment juridique, à leur intégration et à la mise en place de mesures, sans que celles-ci soient concrètement réalisées. Il convient de s'interroger sur de telles inerties en France. Alors que le Royaume-Uni s'est doté de structures institutionnelles et de recherche efficaces, qui tentent d'aboutir à des mesures en faveur de la santé publique. Récemment, selon ce processus, des politiques fixant un prix minimum de l'alcool ont été adoptées. Pour l'heure, l'Union européenne est parvenue à les bloquer en privilégiant constamment la notion de libre concurrence, au besoin au détriment des intérêts des populations, chapitre 12. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne réglera peut-être automatiquement ce différend. La sécurité routière relève de questions très complexes qui ne peuvent être toutes abordées. Nous centrons donc notre attention sur le comportement des conducteurs. Pour expliquer ce choix, la question de l'accident est brièvement exposée. Puis les principales approches des comportements sont évoquées. Ensuite, puisqu'il s'agit de science, la question de la preuve est évoquée. Enfin, une fois réunis les éléments de compréhension des problèmes, nos objectifs d'analyse des relations entre la recherche et l'action en santé publique et en sécurité routière sont précisés. En particulier, l'émergence d'une recherche en sécurité routière est retracée ainsi que certains de ses apports. Nous allons surtout étudier la question de l'alcool au volant et retracer l'histoire récente des interventions en ce domaine. En particulier, nous tentons d'identifier le rôle que la science a joué sur l'action publique. Nous recherchons comment la science a progressivement légitimé l'intervention institutionnelle en sécurité routière par l'accumulation de démonstrations causales quant au rôle de certains facteurs humains dans la survenue des accidents. Par ailleurs, la science a contribué à façonner des lois, instruments majeurs de politique adressés à un public tel que la population générale. Nous relevons ensuite les moyens scientifiques utilisés pour évaluer l'efficacité de ces lois, d'une part, et de l'autre, pour accroître leur effectivité en façonnant l'action publique. Nous tentons aussi d'élaborer des pistes d'évolution potentielles en ces domaines, sur la base de recherches et d'analyses récentes. 1. La question de l'accident. Pour identifier la place des sciences dans des politiques publiques de sécurité routière au niveau international, il faut remonter à l'application du triangle épidémiologique à l'accident dès les années 1950 à 1960. Suivant de telles analyses, Haddon définit un triangle résumant les causalités de cet événement dont les trois pôles sont l'infrastructure, le véhicule et le conducteur. S'ensuivent des études détaillées d'accidents portant sur ces pôles. De ces analyses vont ressortir d'abord l'identification de facteurs accidentogènes dans ces trois domaines, puis des prises en charge inégales et fractionnées dans le temps des facteurs de risque identifiés. L'analyse des réponses à ces risques contribue à la construction d'une version plus élaborée du triangle qui devient la matrice de Haddon. Par définition évolutive, celle-ci schématise des interrelations qui changent au gré d'analyses ultérieures. Les infrastructures et les véhicules relèvent de domaines très techniques qui dépendent d'acteurs institutionnels ou collectifs, privés ou publics, ce qui ajoute à la multiplicité des questions que ces thèmes suscitent. Le comportement humain, quant à lui, se révèle d'une complexité inégalée. Or, l'action publique s'exerce plus aisément sur des acteurs collectifs, ici des responsables des infrastructures et des constructeurs de véhicules, que sur des acteurs individuels, tels les conducteurs comme cela est montré sur la question des consommations d'alcool, Room 1984. Périodiquement, l'accent est mis sur une éventuelle négligence des recherches ou des mesures sur le véhicule ou des infrastructures. Il s'agit souvent de susciter un regain d'intérêt ou de financement sur ces sujets.
Mais si ce sont les risques afférents au comportement humain qui ont suscité une littérature particulièrement abondante, c'est surtout du fait de la complexité de ces comportements et des difficultés qu'il y a à les modifier. L'analyse détaillée des accidents a permis d'identifier des facteurs de risque prédominants dans les comportements, tels la vitesse pratiquée et l'alcoolisation du conducteur. 2. La question du comportement. Le comportement humain en général, et celui des conducteurs en particulier relève de plusieurs dimensions que des modèles tentent d'articuler. La théorie de la décision rend compte de la complexité déjà évoquée. Elle tente de mettre en relation des choix de comportement, avec des croyances et des désirs qui les animent. Et elle génère des modèles dont certains s'intéressent aux prises de risque, chapitre 4. Une fois ces comportements à risque identifiés, il faut s'intéresser aux moyens disponibles pour les modifier. La psychologie fournit des méthodes qui permettent de rechercher le changement en articulant la pensée à l'action. Très employées pour modifier les comportements en général et pour inciter des buveurs à diminuer leur consommation, ces méthodes pourraient aussi être utilisées massivement en matière routière, chapitre 4. Le droit ambitionne d'intervenir sur des comportements, notamment à risque. Rapidement, il apparaît que ni le simple énoncé d'un interdit, ni même la menace de peine, fût-elle lourde, ne suffisent à faire appliquer une norme, chapitre 5. La théorie de la dissuasion propose alors des formes d'action qui visent à changer les comportements en menaçant de contrôles et de sanctions fréquents et certains, chapitre 7. Cette théorie est longtemps restée une proposition parmi d'autres. Mais l'avènement d'innovations scientifiques et techniques permet de mettre en œuvre un modèle d'action publique issu de cette théorie. Celui-ci guide plusieurs réformes en divers pays et des évaluations scientifiques testent leurs impacts. Nous présenterons diverses réformes de ce type et leurs évaluations, chapitres 8 et 9. 3. La question de la preuve et de la mesure. Une des questions centrales ici est d'identifier l'importance qu'a pu avoir la théorie de la preuve, comme dans l'evidence-based medicine, dans la construction de politiques publiques en matière de sécurité routière. Dans la théorie de la preuve, le critère pour établir une vérité mathématique est la démonstration. Pourtant, les théoriciens de la preuve ne proposent pas d'explication des relations entre la démonstration et la vérité, Hacking, 2002. Plus largement, les raisonnements scientifiques en Europe relèvent de plusieurs styles: la postulation mathématique, l'exploration expérimentale, la modélisation hypothétique, la classification taxinomique, l'analyse statistique et la dérivation historico-génétique, Crombie, 1994. Presque tous ces styles de raisonnement sont utilisés dans les politiques de sécurité routière des dernières décennies. Et si ces divers styles ont à voir avec la raison, au sens de Bourdieu, en tant que produit des événements sociaux ou historiques, ils sont surtout concernés par les notions de vérité, d'objectivité et de stabilité des sciences, Hacking, 2002. Cette conception rassemble des attentes à l'endroit des sciences et du savoir issues de la doctrine aristotélicienne du vrai et de la doctrine hébraïque de la stabilité et de la fiabilité, Hacking, 2002. Nous verrons des oppositions, sous-tendues par de telles théories, à l'œuvre chez des théoriciens du droit. Nous discuterons aussi de réflexions qui opposent la variabilité des résultats scientifiques à la stabilité de la morale dans le temps, Leboeuf, 1991. Progressivement, des démonstrations de plus en plus élaborées sont requises. Les analyses économiques de coûts-bénéfices se perfectionnent avec des précisions et des extensions croissantes de l'estimation du coût de la vie humaine, chapitre 1. Des évaluations qui tentent de cerner l'impact de réformes doivent se soumettre à des critères de plus en plus exigeants, passant d'analyse avant-après à des méthodes statistiques sophistiquées. Et les critères de démonstrations épidémiologiques tentent de s'imposer dans ce domaine des sciences sociales où il est bien difficile de les appliquer, chapitres 7 et 8. Pourtant, l'intérêt de l'épidémiologie est de tenir compte de la réalité et d'utiliser les mathématiques comme outil afin de définir un niveau probable d'approche de la vérité, caractéristique qui manque souvent aux sciences sociales. 4. Les relations entre la recherche et l'action publique. Notre objectif est de comprendre pourquoi, quand et comment la science a progressivement pris place dans l'action publique, en particulier en matière d'alcool au volant.
Pour cela, il faut d'abord retracer les relations entre la recherche et l'action publique en matière de sécurité routière, comme une précédente recherche nous a donné l'occasion de le faire, Hamelin et al. 2011. Ces relations sont d'abord portées par des acteurs généralistes. Ensuite, elles se concrétisent par l'émergence d'acteurs spécifiques. Des problèmes de santé publique occupent depuis longtemps les gouvernements. Cette préoccupation est devenue centrale avec le développement industriel au début du XXe siècle, car les États veulent pouvoir compter sur une population saine qui produise à la hauteur de leurs ambitions. Rapidement, les décideurs prennent conscience du risque politique que représentent les surcroîts de handicap et de décès liés aux carences des politiques de santé publique. En conséquence, l'État français accroît considérablement son implication dans les questions de santé avec la création de la sécurité sociale. Celle-ci, initiée en 1945, s'est ensuite développée par paliers. Plus largement, la santé représente un tel enjeu économique qu'elle occupe une place importante en politique. La santé individuelle relève pour partie de comportements, et ceux-ci sont tenus pour responsables de la mortalité prématurée évitable, soit avant 65 ans. Or, les comportements sont animés par des normes sociales, légales et morales. Cette question s'inscrit donc parmi les problèmes sociaux que les États s'efforcent de prendre en charge. En ces matières, les sociologues américains ont souvent eu un rôle précurseur. De nombreuses recherches ont été réalisées dans cette perspective depuis les années 1920. En 1951, celles-ci ont donné naissance à un courant disciplinaire qui dispose d'une revue, Social Problems, d'Argelos 2008. La précocité et la vigueur de ce courant de recherche aux États-Unis va lui conférer une véritable prépondérance dans l'analyse des problèmes sociaux. Nous allons voir que la France sera influencée par ces démarches dans de nombreux domaines comme l'alcoolisme, les accidents de la route et l'alcool au volant. Dans les années 1950, le développement du parc automobile et celui du trafic routier entraînent de nombreux accidents de la route. La circulation routière devient alors un problème public qui englobe la fluidité et la sécurité du trafic, Kletzlen 2000. Pourtant à l'époque, il n'y a ni recherche ni action publique en ces matières. Les seuls travaux menés par le LCPC, Laboratoire central des ponts et chaussées, à l'époque rattaché à l'École nationale des ponts et chaussées, portent sur l'infrastructure et le génie civil. En parallèle, une recherche privée est menée entre autres par des professionnels des assurances qui veulent diminuer la charge que les accidents représentent pour leur société. Ces travaux, basés sur des données fournies par les forces de l'ordre, mettent en évidence le rôle important des conducteurs dans ces événements, Kletzlen 2000. De même, les constructeurs créent leur propre laboratoire de recherche afin d'améliorer la sécurité de leurs véhicules, Mauguin-Tourcel 2009. En 1958, le gouvernement met en œuvre une première politique de circulation routière qui réprime l'alcool au volant. En 1961, un organisme national de sécurité routière, ONSER, est créé. Cette association, essentiellement financée par des fonds publics, est placée sous la tutelle de la Direction des routes du ministère des Transports. Elle a pour mission de réunir des données objectives et incontestables sur l'insécurité routière. Elle travaille essentiellement sur le fonctionnement du conducteur. Ces travaux contribuent à l'inscription de la sécurité routière dans l'agenda politique de la fin des années 1960, Hamelin et al. 2011. Par ailleurs, dans les années 1960, la volonté de planification et le recours à des méthodes de préparation des décisions administratives importées des États-Unis incitent les pouvoirs publics à fonder scientifiquement leurs actions. Ainsi, en 1967, un programme d'action sur la sécurité routière est élaboré par les ministères de l'Équipement et de l'Intérieur, le dossier bleu. Cette étude de rationalisation des coûts budgétaires, RCB, appliquée à la sécurité routière préconise d'abord d'inscrire dans un cadre interministériel une politique de sécurité routière ambitieuse. Ensuite, elle propose la création d'une division des études et recherches qui regroupe des travaux sur le conducteur, le véhicule et l'infrastructure et qui gère un institut national de sécurité routière. Ces préconisations demeurent sans effet immédiat. Mais, en 1969, l'inscription de la sécurité routière dans le projet de la nouvelle société du Premier ministre J. Chaban-Delmas amène à reprendre le dossier bleu, qui devient le dossier vert. Celui-ci demande une prise de position gouvernementale,
en particulier sur les questions de l'alcool et de la vitesse, ce qui conduit à l'ouverture d'une table ronde. En 1970, celle-ci aboutit à la création d'une mission interministérielle chargée de coordonner la politique de sécurité routière et de mettre en œuvre une politique d'information. Un taux légal d'alcoolémie est adopté en 1970, afin de compléter la loi de 1958. De son côté, le 6e plan 1971 à 1975 doit réaliser des actions axées sur le conducteur afin de tenter de modifier son comportement par l'information et par la réglementation. En complément, une politique ambitieuse de communication est adoptée, Klett-Sloan et Spenlehauer, 2010. Des chercheurs de l'ONSER participent au travail sur l'application de la RCB à la sécurité routière qui utilisent largement leurs travaux antérieurs. En conséquence, les comportements des conducteurs occupent une place centrale dans la définition de l'action publique de sécurité routière. Cette action doit porter sur l'alcool, la vitesse et le port de la ceinture de sécurité, ainsi que sur la formation et l'information des conducteurs. Des évaluations avant-après, du bien-fondé de ces actions et de leur rentabilité sont réalisées par l'ONSER. En 1985, l'ONSER et l'IRT, Institut de recherche sur les transports, sont réunis pour devenir l'INRETS, Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, sous la tutelle des ministères des Transports et de la Recherche. Pourtant, les pouvoirs publics ne parviennent pas à diminuer l'insécurité routière autant que la plupart des autres pays européens l'ont fait durant la même période. Notamment, la politique répressive et communicationnelle des années 1970 s'essouffle dès la fin de cette décennie. Des tentatives pour associer la société civile à l'action publique sont alors entreprises. Dès 1983, le programme REAGIR consiste à faire réaliser des enquêtes par des équipes pluridisciplinaires lors d'accidents mortels, en parallèle de l'intervention des forces de l'ordre. Leurs analyses multicausales doivent conduire à des propositions pour éviter de tels accidents. Un second programme, moins 10%, propose de récompenser financièrement les collectivités locales qui sont parvenues à diminuer d'autant leur taux d'accidentalité. Il n'en demeure pas moins que le nombre de morts décroît très lentement, durant les années 1980 à 2000. Face à cette stagnation que les pouvoirs publics attribuent à des failles du système pénal, ils sollicitent d'autres chercheurs, notamment du CNRS. Une de ces recherches porte sur le système de contrôle-sanction des contraventions, Pérez-Diaz, 1998, Pérez-Diaz et Lombard, 1992. En parallèle, un travail analogue est réalisé par l'INRETS sur les délits, Guilbeault, 1992. Des failles du système sont mises en évidence, notamment l'existence d'une pratique illégale d'abandon de poursuite, surtout en matière d'excès de vitesse, l'indulgence, Pérez-Diaz, 1994. Sur la base du constat d'une impuissance à réduire significativement la mortalité routière, une nouvelle évaluation portant sur le système de contrôle-sanction est diligentée par le Commissariat du Plan, instance d'évaluation présidée par Michel Ternier, 2003. Elle reprend la méthode et des analyses d'une précédente recherche, Pérez-Diaz, 1998, dans l'objectif de construire une recherche-action comme support d'évaluation. Il s'agit d'analyser le fonctionnement du système depuis le constat des infractions jusqu'à leur sanction, et de mobiliser tous les acteurs de ce traitement autour de cette analyse et de ces constats. Ces résultats établissent que le système de contrôle-sanction serait incapable de gérer les contentieux générés par des contrôles routiers suffisamment fréquents pour dissuader les conducteurs de commettre des infractions, en particulier en matière de vitesse. Il apparaît aussi que les indulgences persistent. Les propositions de cette instance rencontrent la volonté fédératrice de J. Chirac, après son élection à la présidence de la République en 2002. Dans un objectif qui transcende les partis, il veut donner une nouvelle impulsion à la politique de sécurité routière. La principale proposition de l'instance d'évaluation est donc reprise. Il s'agit d'adopter un contrôle de la vitesse automatisé grâce à des radars, dont les constats partent directement vers un centre informatique qui dresse des procès-verbaux sous le contrôle d'un magistrat. Ceux-ci sont envoyés directement aux contrevenants dans un très bref délai. Seul un tel dispositif est susceptible d'intervenir massivement sur les excès de vitesse. Dès l'annonce de cette décision très médiatisée, et avant même la mise en place des premiers radars,
les comportements des conducteurs changent et l'accidentalité diminue. En 10 ans, elle passe d'environ 8000 morts par an à moins de 4000. L'intégration des savoirs scientifiques dans les politiques publiques de sécurité routière apparaît progressivement comme une nécessité. La création de ces savoirs et leurs conditions de production doivent donc être retracées. Et la lente émergence de la recherche en cette matière atteste d'une inertie certaine et de réticences de divers ordres. Il convient alors de décrire les évolutions de ces politiques, souvent matérialisées par des lois, afin de décrypter les freins qui les entravent. Il y a bien sûr des jeux d'intérêt, mais aussi des conceptions et des modes de pensée qui s'affrontent. De plus, nous allons voir que la question de l'alcool au volant doit d'abord être comprise dans le cadre des problèmes d'alcool en général et dans celui de leurs approches, également souvent tributaires de conceptions idéologiques, de considérations économiques et de jeux de pouvoir. Chapitre 1. Chapitre 1. Principales conceptions mobilisées lors des décisions étudiées. Certaines conceptions et analyses occupent une place prépondérante dans des décisions qui vont impulser, sur le long terme, des politiques publiques en matière d'alcool et d'alcool au volant. Nous en présentons quelques grandes lignes. D'abord, nous décrivons deux grandes conceptions des problèmes d'alcool qui s'opposent. Elles se fondent sur des hypothèses très différentes quant à l'origine de ces problèmes. En conséquence, les modes d'intervention préconisés varient considérablement. La première est que des problèmes d'alcool peuvent concerner tout un chacun. Le phénomène relèverait alors d'une distribution aléatoire au sein d'une population. La seconde est que l'alcoolisme est une maladie identifiée qui concerne une population spécifique. Au fil du temps, ces deux hypothèses se sont étoffées et relayées, parfois au gré des intérêts qu'elles favorisaient. De ce fait, elles continuent à être opposées. Ensuite, nous évoquons quelques théories sur le contrôle de l'alcool et sur ses effets. Celles-ci contribuent aussi à alimenter des controverses. Enfin, nous savons que la dimension économique des politiques publiques prévaut lors de la prise de décision. Nous détaillons donc les principaux types de calculs utilisés dans les domaines que nous étudions. 1. Deux conceptions opposées des problèmes d'alcool. Toutes les politiques en matière d'alcool sont fortement influencées par des conceptions quant à l'extension et à l'intensité des problèmes induits par ce produit. Selon que ces problèmes concernent la population dans son ensemble ou seulement un groupe spécifique, les solutions préconisées changent radicalement. 1.1. Les problèmes d'alcool concernent tout le monde. De nombreuses analyses et décisions se basent sur l'idée que des problèmes d'alcool peuvent concerner tout le monde. Sully Lederman, polytechnicien, participe à la fondation de l'Institut national d'études démographiques, INED, embauché par Sauvy dès 1946. Il étudie la mortalité, en particulier les causes de décès. Il veut démontrer que la surmortalité masculine est liée à l'alcoolisme, Lederman 1953-1956. Il définit une loi qui repose sur le postulat que les phénomènes physiques, biologiques et sociaux peuvent relever d'une loi normale, croyance partagée par de nombreux scientifiques parmi ses contemporains. La distribution statistique de la population des buveurs serait plus précisément de type log normal. Cela induit que la consommation dans la population est unimodale et s'inscrit dans un continuum. Il n'y a donc pas lieu d'isoler de très gros buveurs des autres consommateurs, et la proportion de gros buveurs varie avec la moyenne de la distribution des consommations. Ces conceptions sont très critiquées, surtout sur les plans théoriques et statistiques. En particulier, l'usage de ce concept de loi log normale a été utilisé pour dénigrer la notion de développement d'une alcoolisation dont la distribution est continue, de la faible consommation aux consommations très élevées. Nous verrons que des observations en conditions réelles vérifient une telle distribution. Pourtant, dans les années 1970 encore, le phénomène sera mieux établi sur le plan empirique que théorique, Room 1984. En dépit de nombreuses controverses, ces conceptions occupent une place importante dans l'approche des problèmes de l'alcool par des politiques publiques. En effet, la loi de Lederman présente l'avantage de lier étroitement la description du phénomène alcoolique à l'action publique, associant l'ordre du savoir à celui du pouvoir. Lederman sera nommé expert auprès du Haut Comité d'études et d'information sur l'alcoolisme, HCEIA.
Il contribuera aux travaux de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et connaîtra un succès international. La proximité de Lederman avec le courant novateur de la recherche opérationnelle, dont l'objectif est d'établir le lien entre savoir et décision institutionnelle, explique largement l'intention prévalant dans la conception d'une loi qui se veut un instrument d'action. Les travaux de Lederman impliquent le raisonnement suivant. Le contrôle de l'alcool intervient sur le niveau moyen de consommation qui, à son tour, influe sur la proportion des problèmes associés à l'alcool. Ces conceptions sont perçues par certains comme une voie éthique en santé publique, parce qu'elles favorisent des normes collectives qui contrebalancent les lois du marché et les intérêts des alcooliers. De plus, de telles mesures de contrôle de l'alcool ne sont pas appliquées par des peines individuelles, mais par des sanctions économiques à l'encontre d'entreprises. Par ailleurs, des sanctions de cet ordre sont moins onéreuses à appliquer et plus effectives que des peines individuelles, ce qui leur confère un net avantage. Room, 1984. Jusque dans les années 1990, cette loi demeure peu contestée en France. Elle figure encore comme fondement d'objectifs de santé publique visant à réduire les problèmes d'alcool en diminuant la consommation moyenne, au Comité de la santé publique, 1994. Nous verrons qu'il ressort des travaux présentés que les conceptions de Lederman ont considérablement influencé les politiques publiques de nombreux pays. Pourtant, l'hypothèse d'une distribution log normale des consommations reste réfutée par de nombreux auteurs. Berlivet relève que cette loi se voit qualifiée d'hypothèse sans qu'aucune alternative n'y soit opposée, et qu'il s'agit plutôt d'un postulat. Berlivet 2000. Cette loi de Lederman est aussi contestée à l'étranger. Skog 1977. En France, Giveil, médecin qui travaille sur un test précoce de la cirrhose, remet cette loi en question. Weil 1993. Celui-ci devient membre 1970, puis président du Conseil scientifique 1980, de l'Institut de recherche et d'études sur les boissons, IREB, financé par les alcooliers et de ce fait soupçonné de servir de caution scientifique favorable aux intérêts des alcooliers. Berlivet 2000. De fait, l'IREB réunit un groupe de travail pour contrer la loi de Lederman et pour construire de nouveaux indicateurs d'alcoolisation. Divers scientifiques s'accordent pour énoncer que sans vérification de l'hypothèse d'une distribution log normale des consommations, cette loi de Lederman ne devrait pas servir de base à une politique de santé publique. Expertise collective, 2003. Ce doute fragilise l'idée que la consommation excessive peut diminuer en agissant sur la consommation moyenne. Il faut alors se donner les moyens de rechercher des preuves de ce lien. Une conception plus récente, dite exogène extensive, considère que la source du problème est dans certaines propriétés de l'alcool. En conséquence, chacun peut devenir alcoolique. Cerclé 1994. Le risque alcool relève d'habitudes d'alcoolisation et d'occasion de boire. Il est contagieux par un phénomène d'entraînement. Cette conception induit la nécessité de contrôler l'offre d'alcool pour restreindre le problème, et n'entre pas en contradiction avec la loi de Lederman. De récents travaux attestent des effets favorables de l'accroissement du prix de l'alcool sur la restriction des consommations et sur la santé. Booth Meyers, Esperluette-Stockwell, 2008. Brennan, Pershaus, Raffia, Taylor, Esperluette-Meyer, 2008. Pershaus, Meyer, Brennan, Taylor, Esperluette, Raffia, 2010. 1.2. Les problèmes d'alcool concernent des populations spécifiques. Après la Seconde Guerre mondiale, l'alcoolisme est considéré par beaucoup comme une maladie identifiée qui ne concerne qu'une population spécifique, traitable à condition que l'État y mette les moyens. Lucas 2004. Cette conception d'un modèle médical, construite sur le rejet du discours de tempérance antérieur, se maintient jusqu'au milieu des années 1970. Ce modèle conçoit le problème de l'alcool comme individuel et s'adresse à une population restreinte de malades alcooliques tandis que le buveur social n'est pas concerné. Le lien causal entre l'alcool et des problèmes sociaux et médicaux n'est plus étudié, entre autres de peur d'en revenir au discours de tempérance tant décrié. Le savoir accumulé depuis le début du siècle est laissé dans l'oubli, au point qu'une éclipse du savoir est évoquée. Katcher, 1993. L'alcool au volant est un des rares domaines où un contrôle social est encore admis. Lucas, 2004. Une autre expression plus récente de cette conception, dénommée endogène restrictive, revient à penser que l'alcoolisme est dans la tête,
et donc que seulement certains individus sont prédisposés à devenir alcooliques, Cerclé, 1994. Les alcooliques se distinguent alors des autres buveurs excessifs. Ils doivent être la cible essentielle de politiques publiques axées sur des soins prodigués par le système de santé. S'il existe un modèle de l'alcoolisme dans la tête, cela justifie une concentration des efforts sur ce problème qui relève pour l'essentiel de la sphère médico-psychiatrique, Cerclé, 1994. Dissocier les alcooliques des gros buveurs entraîne diverses conséquences. D'abord, il n'y a pas lieu de s'intéresser à la production, à la diffusion, à l'accessibilité ou à la consommation, même excessive d'alcool. Ensuite, cela revient à réfuter la loi de Lederman comme instrument de lutte contre l'alcoolisme. Enfin, cela a des conséquences directes sur les politiques de contrôle de l'alcool qui seraient considérées, de ce fait, inefficaces en matière d'alcoolisme. Cette conception est défendue par Giveil et certains alcoologues. Cette position ne peut que satisfaire les alcooliers qui ne veulent pas d'encadrement de l'offre, Berlivet, 2000. Cette approche peut être soutenue tant qu'il n'y a pas de preuves de risques causaux quant à la santé de buveurs non identifiés, comme des malades de l'alcool. Pourtant ces preuves existent déjà, expertise collective, 2001-2003. Le clivage entre alcooliques et gros buveurs n'est alors plus aussi déterminant. Celui entre les deux modèles non plus. 2. Théorie sur les politiques de l'alcool et sur leurs effets. D'autres controverses animent le domaine des politiques en matière d'alcool quant aux actions qu'il conviendrait d'entreprendre et quant à leurs effets. 2.1. Les travaux de Lemaire et de Bruin. Dans les années 1960, Lemaire propose 4 modèles alternatifs pour des politiques en matière d'alcool: l'interdiction, l'éducation, le contrôle de l'accessibilité et la substitution, Lemaire, 1962. En 1970, Bruin suggère de remplacer la typologie de Lemaire par une trilogie où des politiques se concentrent sur des phases clés du rapport au produit, Bruin, 1971. La première est celle du choix d'usage, qui peut être contré par l'interdiction ou la dissuasion sous diverses formes, comme par les prix ou la difficulté d'accès aux produits. La seconde est celle de l'usage, qui peut faire l'objet d'interventions sur des situations et des comportements d'alcoolisation. La troisième est celle des conséquences, où le buveur peut être éloigné du risque. En 1981, la partition des politiques publiques en matière d'alcool proposée par Bruin est adoptée par la National Academy of Sciences. Elle demeure pourtant sans répercussion directe sur la fabrique pratique des politiques publiques. Et si ces 3 politiques diffèrent conceptuellement, en pratique elles furent souvent mélangées. Room, 1984. 2.2. Les théories des effets du contrôle. Il existe plusieurs grandes théories sur les effets du contrôle du produit sur les problèmes d'alcool qui se résument à pas d'effet, effet pervers et effet réel. La première position, celle du pas d'effet, repose sur des arguments a priori, elle est dépourvue de preuves empiriques, et cette conception est invalidée par des preuves scientifiques issues de travaux des années 1970. La seconde position soutient que le contrôle entraîne des effets pervers. Cette conception vient des sciences sociales, en particulier d'études culturelles des consommations, elle est dite intégrationniste. L'idée centrale repose sur des exemples observés en zone sèche, c'est-à-dire ayant été soumises à la prohibition ou à une forte influence des mouvements de tempérance. Des formes d'alcoolisation aiguë s'expliqueraient par l'absence d'une culture du bien boire, caractéristique des zones humides, non prohibitionnistes, où l'usage d'alcool est autocontrôlé car intégré à la vie courante et aux coutumes. Cette position est largement critiquée tant dans les domaines empiriques que conceptuels au milieu des années 1970. Elle est pourtant très utilisée pour soutenir des oppositions à des politiques de contrôle de l'alcool, voire pour les démanteler comme en Finlande. La troisième conception conçoit, puis reconnaît et enfin démontre l'existence des faits. Cette tradition est héritée aux États-Unis des travaux de Seeley et de Terry sur la cirrhose du foie, Seeley, 1960, Terry, 1967. Elle est dénommée Single Distribution Theory, ou Distribution of Consumption Theory, ou encore Constant Proportion Theory, et sous un angle plus polémique, elle est qualifiée de néo-prohibitionniste. Cette position découle à l'origine des travaux de Lederman, durant les années 1950 à 1960.
En opposition à des approches idéologiques de l'efficacité du contrôle de l'alcool, des travaux tentent d'approcher empiriquement ses effets. Smart, 1982, Smith, 1983. 3. Composante économique de décision institutionnelle. Une approche prépondérante des problèmes sociaux consiste à construire leur dimension économique, afin de déterminer si une intervention est nécessaire. De même, la pertinence des moyens d'action est évaluée en termes de coût de prise en charge, d'estimation du coût social ou encore en termes de coût-bénéfice. Les préférences entre ces calculs dépendent des époques, des domaines et de l'avancement des connaissances scientifiques. Les problèmes d'alcool sont posés précocement en termes économiques. Plus tard, d'importantes avancées viennent du domaine de la sécurité routière. Pour l'alcoolisme, des considérations économiques interviennent dès la fin du XIXe siècle. Le coût social entraîné par la dégradation des capacités de travail et de reproduction des populations est estimé important. Mais des avantages économiques liés au développement de la production et de la commercialisation de l'alcool sont mis en balance. De telles conceptions aboutissent à ce que peu d'actions soient envisagées contre les intérêts de ce secteur, excepté sous le gouvernement de Vichy qui supprime le privilège des bouilleurs de cru et qui interdit ou réglemente certaines boissons apéritives. Ces mesures ne seront que brièvement adoptées. C'est seulement après la Seconde Guerre mondiale que de jeunes hauts fonctionnaires redéfinissent le problème de l'alcoolisme selon deux composantes. L'une est d'ordre économique et l'autre relève de la santé publique, d'Argelos, 2008. Et très rapidement, des analyses économiques en vogue pour évaluer les coûts des décisions sont mobilisées. Nous allons en voir les apports. Pour contrer des calculs économiques centrés sur la production, l'industrie et le commerce, le prix de la vie humaine est évalué sur des dimensions de plus en plus exhaustives. 3.1. Les analyses, coût-bénéfice, ACB, coût-efficacité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.